Bienvenue à l'école des parents. On se réjouit d'être là. Bienvenue. Et aujourd'hui, c'est questions et réponses. C'est extraordinaire. On a reçu une vingtaine de questions. On va essayer de boucler tout ça en 45 minutes. Ouais, ça va être génial. Ouais, ça va être bien. Ça va être génial. Donc déjà, merci pour toutes les questions que vous nous envoyez. N'hésitez pas, hein, même si ça n'a pas un rapport direct avec la session qu'on vient de finir, posez-nous les questions qu'il y a sur vos cœurs, surtout. Alors moi, je dirais même plus, ce serait bien qu'il y ait un rapport direct avec la session qu'on vient avoir. Comme ça, on ne mélange pas les sessions, parce qu'on risque de répondre à des questions auxquelles on va répondre dans les prochaines sessions. Mais on est généreux, on va le faire. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on peut aller en profondeur aussi. Ça aide d'aller en profondeur. Ouais. Et puis souvent les questions qui sont en rapport au thème, c'est aussi des questions où on a plus d'autorité parce qu'on est habitué à celles-là. C'est ça. Donc moi j'aime bien aussi ce genre de questions. Mais c'est vrai que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors la première question, c'est comment parler de sexualité à ses enfants? Que dire selon les âges? Quels sont les âges clés, enfance, puberté, entrée au collège, et quelles ressources fiables et saines conseiller? La Bible. Non, il y a plein d'autres ressources. Moi, j'aime bien Shekolia Riondet, qu'on a invité à Zoa Basique, le bonus, où elle parle... en fait, elle a une association qui s'appelle Utérus et compagnie. Et puis, elle a toutes sortes de ressources, notamment pour les jeunes filles, pour aider les mamans à aider leurs jeunes filles. Et puis ça, c'est un module qu'on va développer en particulier à l'école des femmes, si jamais. Mais cette question, comment parler de sexualité à ses enfants, on a fait une vidéo qui est dans votre panel des vidéos pour l'école des parents sur ce sujet. Mais pour répondre... rapidement, on va dire, on ne parle pas de sexualité à ses enfants à un âge en particulier. C'est qu'on va parler constamment, dès la naissance, à son enfant, d'intimité. Genre, déjà, ça va commencer par où est-ce que je change mon bébé? Est-ce que je le change devant tout le monde comme ça, sans a priori? Ou est-ce que je considère, depuis le début, que l'intimité, que les parties... intimes du corps de l'enfant, elles sont précieuses et à protéger depuis le début. Et puis, nous, c'est un petit peu... tu te rappelles? Je donne juste un petit exemple du suppositoire qui était très fréquent en Suisse, où genre, dès que ton enfant il a un problème, tu lui mets un suppositoire. Puis on a réalisé en fait que c'était une agression. Une agression le Doliprane français qu'on donne là, c'est le Doliprane là qu'on donne avec la seringue là, le sirop. Voilà. C'était plus ou moins la même fréquence, mais suppositoire. Donc, on a considéré vraiment que c'était beaucoup plus approprié le sirop français que le suppositoire suisse. Wow. Maintenant, c'est pas... Après, il y a un autre problème avec le Doliprane, c'est que l'enfant le réclame comme si c'était un bonbon. Un sirop. Un sirop. Et puis ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que la question, nous, on a essayé, dès le plus jeune âge, de sanctuariser le corps, pas d'en faire quelque chose de... je dirais de mystique ou ou diabolique mais de dire ok, ton corps déjà il est à toi, ta sexualité c'est quelque chose de privé, il faut pas le montrer à tout le monde, c'est quelque chose, si quelqu'un veut regarder, tu as le droit de lui dire non, en fait, aussitôt que c'est possible. C'est vrai que nous, on a eu ces alertes, mais aussi du fait de mon histoire, mon témoignage. Donc, on est plus ou moins sensibilisé à des choses en fonction de notre vécu. Mais là, quand on pose la question, c'est oui, c'est important de parler de la sexualité et de l'intimité à nos enfants, toujours avec des mots appropriés, toujours en considérant qu'ils sont capables de comprendre en fonction... peu importe l'âge, mais toujours quand on adapte la façon de parler. Parce que c'est un discours continu. C'est pas cet âge, il faut absolument que je lui parle. C'est ça. C'est sûr que si tu parles à ta fille ou à ton garçon de sexualité quand elle a 16 ans, et puis tu commences, et puis t'en avais jamais parlé, et puis l'approche c'est parce qu'elle arrive puis elle dit papa je suis enceinte, puis tu dis peut-être qu'il faut que j'en parle. Là non, effectivement peut-être que j'aurais dû en parler. Non, mais elle sait déjà. Là c'est bon, j'imagine que vous avez compris, là c'est trop tard.
Donc, ouais. Généralement, on voit que les enfants... le danger avec les parents, c'est qu'ils ont tendance par la honte, de ne pas en parler. Et ils ont l'impression aussi de croire que si j'en parle, par exemple, à 12 ans, c'est bien. Et on a souvent remarqué que c'est déjà beaucoup trop tard. Donc c'est vrai que j'aime bien l'idée de l'intentionnalité qui commence tout le temps, c'est super important, parce qu'en fin de compte, on est toujours décalé. Et puis comme parents, parce qu'on voit juste des enfants qui sont des jolis petits-enfants, on se dit, ouais, mais avant 13-14 ans, il n'y a pas besoin. Mais c'est un mensonge. Et puis si ça commence pas chez nous, ça va commencer dans la cour d'école ou peu importe. Oui, si c'est pas nous qui en parlons, avec les copains, c'est d'autres qui va... Oui, et moi je voulais juste ajouter que je trouve très important qu'on ait une bonne connexion avec nos enfants, qu'ils savent qu'on peut parler de tout, parce que ça veut dire comment on réagit s'ils viennent avec quelque chose. Peut-être choquant de l'école. Si on est choqué, ils ne vont pas revenir de parler de ça. Alors vraiment d'être conscience qu'on veut créer une atmosphère à la maison qu'on peut parler de tout. Et ça va être de plus en plus choquant parce qu'à l'école, ils entendent beaucoup, ils voient les petits films, ils voient les mots, ou ils entendent les mots, ils viennent avec ça à la maison. Et ça, j'ai quand même vu. Moi, j'ai dit toujours, je veux qu'ils parlent de tout avec nous. Mais après, comment je réagis? Et des fois, je n'ai pas réagi très bien. Alors, je demande pardon, mais vraiment d'être consciente avec ça. Et juste dans ma tête, je dis alors, rien dire, sourire et dire « Oh, merci beaucoup, c'est bien que tu me demandes. » Mais vraiment d'être consciente de ça aussi. Parce que la théorie, on pense qu'on est accueillante, mais après, nos enfants, ils disent « Mais moi, je peux rien dire, parce que comment tu réagis, je ne veux plus jamais te dire quelque chose. Puis chaque fois qu'on en parle en famille, quand même, moi j'ai remarqué, parce que c'était de la difficulté, en fait on se formate pour que ce soit de plus en plus facile. Nous on avait commencé par exemple, aussi c'est un bon moyen avec un week-end, j'avais commencé avec un week-end quand j'avais 6-7 ans, où on a dit on va exprès partir ce week-end pour parler de ça. Donc ils savaient à l'avance, puis c'était un peu comme un rite de passage. Puis je me suis dit, en fait, lui, c'était le fils, il était encore jeune, c'est pas qu'il y avait tout d'un coup, oh merci, tu m'as tout raconté ça. J'ai pas vraiment senti qu'est-ce qui s'est passé là. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pour moi un rite de passage aussi, pour commencer à introduire des choses que j'aurais tendance à pas vouloir parler. Et ça m'a fait du bien. Et à cause de cette fondation qu'on avait fait, c'est devenu beaucoup plus facile pour en parler. Ouais, c'était aussi pour les parents, pour aider. Là, toi, tu parles de rite, mais dans la question, il y a, quels sont les âges, les moments opportuns, la puberté, l'entrée au collège. Bah oui, c'est certain qu'il y a des âges qui sont clés, c'est-à-dire il y a des transitions où, en réalité, c'est des transitions qui sont liées à des expositions. C'est-à-dire que l'enfant va être exposé à quelque chose auquel il n'a jamais été exposé avant, parce que le contexte était différent. C'est-à-dire l'exposition, notamment la puberté, quand une fille elle commence à avoir des formes, en fait, ça commence des choses qui existaient déjà commencent à se voir. C'est pas qu'elles n'existaient pas, mais c'est que ça commence à se voir. C'est-à-dire, donc en réalité, c'est d'être en tant que parent sensible aux transitions. Et puis, ce qui est complexe, c'est que on le voit, ça va très vite. C'est-à-dire les transformations et les changements vont très vite. Et des fois, on a commencé à s'adapter à quelque chose que l'enfant, il est déjà dans l'étape d'après. Mais nous, donc on est souvent un train en retard en réalité. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire d'être hyper comme vigilant, c'est-à-dire hyper élastique, souple. Et puis, moi, ce que j'ai observé aussi, ce qui n'était pas évident, c'est quand on a forcément plusieurs enfants qui se suivent. Premièrement, ils ne se ressemblent pas. Ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas tant peut-être dans le genre, un garçon ou une fille, mais aussi, après, ils sont tous très différents, notamment par rapport à la pudeur, l'exposition. Enfin, il y en a qui peuvent être très pudiques, d'autres très réservés, d'autres très expansifs, tout ça. Et puis, du coup, on doit chaque fois... Oui, moi, ça me rappelle, parce que nous, on faisait aussi le rituel de passage où toi, tu les emmenais faire du camping avant l'entrée au collège. Et puis, tu avais pris, par simplicité, je sais pas quoi, Ilan et Elliot en même temps, parce qu'ils sont très proches d'âge, ils ont 15 mois de différence. Et donc ça, tu l'as fait avec tous les garçons avant l'entrée au collège, parce qu'en général, au collège, c'est là qu'ils sont exposés à toutes sortes de choses.
si c'est pas avant. Hein. Et puis là, je me rappelle que notre deuxième, il n'était pas forcément très à l'aise, en fait. Il a dit « Ah, je sais pas pourquoi on a parlé de ces choses-là. Moi, c'était pas... j'avais pas trop envie, en fait. Donc, c'était peut-être un peu... On s'est dit, il faut être sensible et puis pas... quand tu as 6 enfants, c'est sûr. Mais donc, nous, on a fait le rituel de passage avec toi, vu qu'on n'a que des garçons. Après, je sais pas, des fois, c'est bien de voir les mères avec leurs filles et les pères avec leurs fils. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai fait avec les filles, oui. Voilà. Donc, comme on dit que ça commence depuis le début, en fait, quand on valorise l'intimité chez les enfants, ou genre, tu te changes pas, tu te mets pas nu devant tes frères et sœurs. Et puis déjà, nous, en tant que parents, jamais se mettre nu devant ses enfants. Ça, c'est une règle ultime. C'est biblique, hein. On a vu l'histoire de Noé et puis toutes les problématiques que ça a découlé. Mais en fait, ça c'est le premier message que tu donnes, parce que c'est pas juste verbaliser les choses sur la sexualité, c'est montrer un modèle. Et ça, c'est hyper important que la nudité des parents soit jamais exposée à l'enfant. Comme ça, on lui dit non, c'est précieux, c'est pour ça qu'on se cache. Et puis pas mettre tous les enfants dans la baignoire parce que c'est plus simple et ils sont tous nus. Ça c'est dommageable en fait, parce qu'on est en train de leur dire c'est pas grave, il n'y a pas de différence entre ton bras et tes parties intimes. Donc toutes ces lois, ça c'est la deuxième question, comment gérer l'intimité dans la famille, surtout entre frères et sœurs de sexes différents, mais même de même sexe, hein. Respecter l'espace privé, les chambres, la salle de bain. Donc en fait, nous, quand ils voulaient faire des bains tous ensemble, ils mettaient tous un maillot de bain. Mais quand ils prennent leur douche, ils se montrent pas nus, ils sont pas nus devant les uns les autres. Et même quand ils sont en club de foot, en club de ci, en club de ça, où tout le monde est nu dans les douches, nous on leur dit tu prendras ta douche à la maison. C'est parce qu'on sait que les agressions sexuelles, parce que nous on a aussi toute l'autre partie, en fait, on sait où est-ce que les agressions sexuelles se passent. C'est souvent dans la chambre des frères et sœurs, dans la chambre où il y a les cousins et cousines, dans la chambre quand on laisse les enfants jouer trop longtemps, c'est dans la douche des clubs de foot, c'est dans ces endroits-là que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de protéger les enfants en leur expliquant, et puis surtout en leur montrant l'exemple. Et comme ça, après, ils savent, s'il y a quelqu'un qui essaie de dépasser la frontière, ils sont habitués, non, dans la maison c'est la culture, donc là tu es en train de faire un truc pas net. Mais si dans la maison c'est un peu tout mélangé, ils vont pas savoir dire stop en fait. Donc ça, c'est non seulement c'est parler de sexualité à ses enfants, mais c'est aussi faire de la prévention. C'est hyper important. Hyper important. Mais juste pour revenir peut-être aux âges aussi, c'était intéressant, ça m'est venu maintenant à l'idée. Avec les adolescents, des fois, c'est un peu la difficulté peut-être qu'ils peuvent, même si on a mis tout ça en place, ils ont peut-être moins envie de parler de sexualité. Et puis, nous, ce qui nous a aidé, mais ça, malheureusement, c'est pas en français, mais peut-être c'était de faire un livre, c'était une devotional, tu dis comment un livre où tu lis chaque jour. Tu lis chaque jour, sur 40 jours, tu peux le lire une fois par semaine, où en fait, c'est plus toi qui enseigne vraiment, mais c'est toi qui lis avec le fils. Et puis moi, ça m'a permis, par exemple, de parler de trucs qui auraient été très difficiles de même prononcer peut-être. Enfin, je l'aurais fait, mais c'est un peu bizarre de prononcer ce genre, de parler de masturbation, de pornographie, de machin. Et d'avoir, par exemple, une ressource comme ça j'ai trouvé aussi que c'était super. Alors, avec des enfants plus vieux. Ça, c'est hyper important que tu puisses donner ces ressources-là. Yeah, c'était rigolo parce que j'ai été regarder si on a ces ressources. On a vu ce matin que nous, on est quand même un petit peu handicapés, on va dire comme ça, dans le monde francophone, que c'est toutes des ressources en anglais. Et puis j'ai contrôlé cette ressource, malheureusement, elle n'est pas en français, puis il faudrait qu'on cherche. Mais c'est pas grave, on peut déjà donner en anglais. Et puis parce qu'il y a des ressources, on pourra vous en mettre quelques-unes sur la description de cette vidéo d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'on peut s'aider de différents moyens. Et puis aussi le fait d'avoir des groupes de jeunes, enfin des ressources dans l'église ou des cours en particulier pour ça aide, c'est sûr. Faut se dire que c'est un sujet qui est difficile à aborder de fait.
Donc, plus on commence tôt à l'aborder, et puis, comme tu disais très bien, Chamira, plus on essaie de créer un espace où les enfants ils peuvent nous dire toutes sortes de choses. Puis aussi, ça c'est Jean-Louis Lafont, pardon. Jean-Louis Lafont, qui est un Français aussi, qui a fait tout un travail sur la prévention des agressions sexuelles et tout ça. Il disait, en tant que parent, c'est important de poser une question régulièrement à vos enfants. C'est, est-ce que vous avez été témoin de choses qui vous ont un peu perturbé dernièrement, que vous aimeriez exprimer. Puis ça, de temps en temps, poser cette question, et puis ça permet aux enfants de répondre. Et en tout cas, de se sentir plus en sécurité de pouvoir répondre. Donc, initier la discussion. Et des fois aussi, on a des mensonges qu'on croit. Je ne sais pas si c'est comme ça. Par exemple, pour moi, la sexualité, c'était quelque chose de sérieux, par exemple. Donc, en fait, tu vas y parler sérieusement. Et puis toi, elle était beaucoup plus... tu avais beaucoup plus de facilité à que ce soit quelque chose de joyeux pour parler avec des enfants. Puis ça, je trouve que c'est aussi... Naturel. Naturel. Mais joyeux, c'est important. C'est très important. C'est pas, comme tu dis, c'est pas un tabou. C'est pas attention, maintenant, c'est le moment qu'on en parle. C'est que des fois, à cause de nos propres blocages, tu as l'impression que ça doit être parlé d'une certaine façon, et puis ça ne devient pas du tout naturel. Et ça, par exemple, toi, tu faisais ça très bien. C'était quelque chose de joyeux. Puis, surtout quand on parle, une mère parle à sa fille des règles, par exemple, il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit une bonne nouvelle, il faut ramener en fait la vie, tout ce que Dieu a créé, et que l'ennemi a essayé de contrecarrer. Il a contrecarré les règles, tomber enceinte, accoucher, allaiter, tout ça comme des mauvaises nouvelles. Alors tu dis, être une femme, c'est une mauvaise nouvelle. Mais ça, il faut aller contre ce mouvement du monde, puis dire non, en fait, c'est la joie, c'est une bonne nouvelle, on célèbre les règles, on célèbre le fait d'être enceinte, on célèbre l'allaitement, on encourage. Donc ça, c'est tout un travail que les parents devraient faire avec les enfants, c'est sûr. Mon doudou, on avance un peu. Alors, les doudous, justement. Je vois bien que tu as transité. Le doudou, est-ce normal? Quel est son rôle? C'est un objet transitionnel, c'est écrit en parenthèse. Notre fille de 3 ans ne l'a que pour dormir, mais la tête beaucoup. Elle tête son doudou. C'est sale et on voudrait l'enlever. On a essayé, mais ça ne fonctionne pas. Comment faire? Donc, est-ce que c'est bien? Déjà, on peut parler de la tétine. Déjà, ça c'est un bon sujet. Le lait, on dit en Suisse. La tétine, en général, c'est un premier doudou, où souvent le doudou est attaché à la tétine. On voit que les enfants, ils se trimballent avec la tétine, le truc qui attache avec le doudou tout sale et puant. Et puis, on se dit, est-ce bien raisonnable? Bon, c'est mieux quand il y a une tétine plutôt que quand la tétine, c'est le sein de la maman. Oui. Exactement. On peut commencer par là déjà. Ou des fois le pouce aussi. Le pouce aussi. Le pouce. Oui, on dirait d'ailleurs dans le baby shower, c'est écrit que notre sein ne devienne pas la tétine de l'enfant. Oui, c'est important. Je pense que c'est important. Après, c'est plus facile d'enlever la tétine que de couper le pouce. Oui. On peut pas faire plus facile. J'ai jamais essayé. Mais mon fils n'a plus de tétine. Mais c'est vrai que c'est des questions importantes. Le global, on va répondre à ça, mais le global, c'est toujours cette question c'est nous qui éduquons nos enfants, c'est pas nos enfants qui décidons, puis chaque enfant est particulier. On ne peut pas faire des règles ultra rigoristes comme ça, mais en tout cas, le premier point, c'est on peut donner des principes. Mais on peut donner des principes. On peut donner des principes. Par exemple, pour la tétine, y a des enfants téteurs et d'autres moins. Nous, on en avait des très téteurs et d'autres, ils n'avaient pas besoin. Donc, discerner ça. Mais c'est vrai que ça peut pas mal aider quand même la tétine. Oui, si c'est nécessaire. Chez nous, c'était juste un qui a eu. Et les deux autres, c'était pas nécessaire. Voilà. Mais ce qu'on s'est rendu compte, justement, comme des fois c'est nécessaire, le danger des fois, c'est que automatiquement, si on ne connaît pas ça, on ne fait pas de réflexion par rapport à est-ce que c'est nécessaire, on le donne automatiquement. Parce que tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fait. Et puis nous, c'est pour ça qu'on se disait, évidemment, il y a ce côté-là qu'il faut faire attention, il faut connaître notre enfant, mais réfléchissez comme parents, le pourquoi. Est-ce qu'on fait ça comme tout le monde? Et puis c'est vrai que ça, on dit préemptif.
Par exemple, si vous en donnez préventif, ça va vous aider à l'arrêter parce qu'il n'aura pas. Donc avec les deux deuxièmes enfants, au lieu de passer à ça automatiquement, on a essayé de sentir est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, ils n'en ont pas besoin. Et puis ça nous a évité d'en donner une. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des gens autour de nous, il a cet âge, on lui donne une lolette, une tétine, puis il n'y a pas de réflexion. Donc je trouve une réflexion en connaissance de cause de ton enfant, c'est la meilleure base déjà pour avancer avec ça. Oui, et après, s'il a besoin de vraiment le limiter. Parce que chez nous, c'était juste pour dormir. Et il savait très bien de le jeter, mais comme tout petit, il ne savait pas. Plus tard, il l'a jeté dans son petit lit et il a dit bye-bye. Et il savait que c'était juste pour dormir. Et ce n'était pas partout. Et comme ça, c'était aussi pas... Des fois, on l'utilise pour fermer... Parce qu'il pleure dans la voiture, partout, on le met. Et ça donne une dépendance aussi pour l'enfant. Et comme ça, on a limité, c'était très clair. On n'avait rien d'autre s'il a pleuré dans la voiture. Mais comme ça, il a vraiment appris. Et à 2 ans, on a arrêté. Alors, ce n'était pas des années ou partout. Non. Et ça aide déjà beaucoup. Exactement. Quand ils sont tout petits, là, ils sont... ça peut être... la journée, quand ils sont tout petits, mais moi je dirais que assez vite, genre vers 6 mois, c'est bien de leur donner que la nuit. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a un peu fait. Et puis après, de regarder avec lui. Nous, c'était l'histoire de notre deuxième. À un moment donné, on mangeait tous des artichauts, on aimait bien ça. Et puis lui, il n'arrivait pas à manger l'artichaut parce qu'il avait un espace entre les dents à cause de la tétine, parce qu'il tétait. Et puis on lui a dit, là, c'est plus possible. Tu regarde, tu peux même pas manger des artichauts à cause de ta tétine. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Puis il était là, oui, ça va pas du tout. Enfin, il était petit, genre 2 ans. Et puis là, il a décidé d'arrêter du jour au lendemain. Il y a un déclic qui s'est passé dans sa tête. Donc des fois, on peut aider à expliquer. Il faut vraiment être en discussion avec ses enfants, leur expliquer les choses, mais c'est en même temps pas eux qui vont décider. Oui. Et puis moi, ce qui me semblait très important, c'est qu'il ne faut pas donner de tétine la journée à un enfant. Où il est tout le temps avec sa tétine, à l'école, c'est-à-dire que que ce soit le doudou, ou la tétine, ou le pouce, ou la patte, enfin peu importe quoi, ce sont des outils de transition. Donc ça, c'est avéré, c'est un outil de transition. Donc il faut l'accepter, et puis ça nous aide en tant que parents. Mais par contre, c'est hyper important d'identifier déjà quand est-ce qu'est la transition, de quoi, et puis de quoi est-ce qu'on transitionne. Notamment peut-être qu'au début, ils ont besoin pour dormir d'avoir quelque chose parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Et puis, c'est de se rassurer de quoi ? Est-ce qu'il a froid ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il est si ? Au début, il a besoin de se rassurer parce qu'il transite entre le fait d'être toujours collé à sa maman à le fait d'être seul. Donc, on comprend qu'il y a un besoin d'être rassuré. Mais si à 5 ans, il a encore besoin de se rassurer, il faut se dire, mais de quoi il se rassure de quoi ? Parce qu'à un moment donné, cette transition doit se faire. Puis il ne faut pas attendre 5 ans pour le dire comme ça. Mais je pense que notamment la succion, en fait, c'est la transition entre l'allaitement et puis la nourriture solide. Donc il y a une transition qui doit se faire entre le fait de téter et puis le fait de manger. Moi, je me souviens, au début, ils mangent, quand tu leur donnes leur premier pot, ils mangent... Enfin, ils ne savent pas manger, ils mangent comme ils têtent, quoi. Donc, tu comprends physiologiquement qu'il y a une transition qui doit se faire. Mais de nouveau, une fois qu'il a passé la nourriture solide et puis que la nourriture solide devient là où il va se rassurer, parce que l'alimentation, c'est rassurant. Ne pas manger, c'est flippant. Manger, c'est rassurant. Là, donc, en fait, c'est toujours du bon sens. Mais quand les choses ne transitionnent pas, c'est là où il faut se poser les questions, puis en tant que parent, dire, OK, c'est quoi le manque ? C'est comme les biberons, c'est comme les poupées, où on voit des personnes de 30 ans qui ont encore leur poupée, leur doudou. Il y a des adultes qui dorment avec leur doudou. Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça, justement. Pour dire que l'objet transitionnel, comme son nom l'indique, c'est un objet de transition. Mais après, si la transition, elle est obsessionnelle, si le rapport au doudou, il est obsessionnel, la tétine est obsessionnelle, tout ça, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'abandon ? Est-ce qu'il n'y a pas eu du rejet ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois régler au niveau psychologique ?
C'est ça, parce que des fois, quand on quitte son enfant trop tôt, il y a ça qui se passe. Quand on le met... Sans forcément parler de psychologue, mais psychologique dans le sens qu'il y a un enjeu du psyché. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis l'enjeu du psyché, c'est beaucoup la parole. C'est expliquer à l'enfant, parler, le rassurer. Et puis lui demander pardon aussi. Parce que si on l'a tout de suite mis à la crèche à 2 mois, toute la journée, si on l'a tout de suite largué chez une nounou, même avant, chez la grand-mère, si la séparation a été traumatisante, il faut revenir là-dessus. Et c'est pas le doudou qui va régler les choses, en fait. C'est juste la manifestation de la problématique. Des fois, c'est ni le doudou, ni l'enfant le problème, mais c'est nous. C'est les parents. Enfin, c'est vous. Beaucoup de fois. Insécurité chez la famille. C'est ça, c'est que... ou insécurité, ou facilité. C'est-à-dire, tu te donnes l'exemple de la tétine dans la voiture pour finalement le faire taire. Genre, je bouche... c'est sûr que quand on est fatigué, fin de journée, on va chercher les enfants, on sait que quand on va le prendre de l'école, il va pas être content parce que je sais pas quoi, machin, puis on le fait taire. Aujourd'hui, on lui donne le portable. On peut faire avec le manger aussi. Avec le manger. Donner à manger. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est hyper important d'avoir le courage d'identifier qui est vraiment le problème, dans le sens où il est. Qu'est-ce que le problème? Non, mais des fois, il se manifeste où se trouve le problème? Je suis trop fatigué pour lutter contre mon enfant et je préfère un substitut. Mais le problème, en fait, c'est que on peut perdre du temps chaque jour pour essayer de déplacer le problème, alors qu'il suffirait de prendre un temps pour confronter le problème sérieusement et puis régler la racine du problème pour être tranquille après tous les jours suivants. Et puis souvent, en tant que parent, on botte en touche, et ça peut durer très longtemps. Ça, c'est une perte de temps, en fait. Tu veux nous donner un exemple concret, Chamira? Non, mais je voulais juste aussi dire, parce qu'on pense toujours que ça va faire naturellement. Une fois, il va se lever, il va plus, c'est plus nécessaire. Et on pense à ça, alors c'est pour ça qu'on ne veut pas faire une différence ou changer quelque chose. Alors moi je dis toujours change quelque chose. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et ça va prendre peut-être 1 semaine, mais après ils vont oublier. C'est pas des enfants ou des adolescents de 15 ans. Ils ont eu depuis 15 ans, c'est 3 ans, c'est pas longtemps. Alors quoi comme exemple t'as dit? Justement, aussi comment arrêter, parce que c'est ça la question. Comment arrêter, arrêter, oui. Oui, j'ai dit comme la racine, de savoir la racine, parce que si on n'a pas trouvé, tu peux l'arrêter, tu n'as pas pris soin de le problème vraiment, il va prendre quelque chose d'autre. Mais après, de travailler sur nous-mêmes, parce que beaucoup de fois, malheureusement, c'est nous. Quand tu as dit, on est quand même les parents, on prend les décisions. Et si on a fait des fautes qu'on a tous fait, justement des pardons, et parler avec l'enfant et l'expliquer, mais aussi de savoir qu'il ne va pas tout comprendre. Et après, prendre une décision comme parents, parce que nous, on est des parents et on sait qui est important pour nos enfants, et juste se rassurer en soi, ça. Et arrêter, après on sait la racine, on a travaillé sur nous, parler avec nos enfants, de vraiment l'arrêter. Nous, on a arrêté la tétine. La tétine, je sais pas si tu veux dire comment on l'a fait. En fait, on a arrêté la tétine avec ça s'arrête pas du jour au lendemain. Ouais. Donc, on a préparé... tu prépares en discussion et tout, avec l'enfant. Et puis nous, on a arrêté en faisant un petit rituel. Et puis ça, je trouvais bien, parce qu'on prépare, tu sais, après ça, tu l'auras plus. Et puis on a fait le petit rituel, puis ça a été facile. Et puis les rituels peuvent être différents. Nous, il y avait un rituel qu'on a fait, mais ça peut peut-être la laisser en vacances, quelque part. On dit, avec ces vacances, on va le laisser dans le pays, ou on va l'amener dans un endroit, on va l'enterrer. Enfin, peu importe, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Il y a beaucoup créatifs, mais c'est pour l'enfant de... Remember. Pour se rappeler. Pour se rappeler, parce qu'il va demander plus tard. Et de rappeler, non, mais tu te souviens, on a fait ça. Et après, c'était plus facile qu'on a pensé. Ça aussi, on pense toujours, ça va être horrible. Mais après, c'était beaucoup plus facile qu'on a pensé. Mais mettre des mots sur les choses, ça aide beaucoup, en fait. Puis de fonctionner, les enfants, ils fonctionnent beaucoup dans un monde symbolique, d'images, ils ont une représentation des choses
très ludique finalement, c'est des jeux. Donc si tu joues, tu amènes dans une dimension de jeu, il faut pas qu'ils aient l'impression de se faire arnaquer, mais à la fois, si le storytelling il est bien fait, ben, ils y croient. Ils y croient, et puis c'est pas qu'on est en train de leur mentir, mais on est en train de les accompagner à faire une transition, mais dans une façon dont ton enfant comprend. Mais ça, là, tu dis un truc très important. J'aimerais rebondir là-dessus. Non, mais tu dis toujours des choses très importantes. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas mentir à ses enfants. Alors déjà, l'histoire du Père Noël, je tiens à dire que... Vas-y, pète la tronche de Père Noël ce matin. Vas-y, fais-lui la peau. Non, mais il faut qu'ils... Non, mais une fois, je faisais un entretien conduit par le Saint-Esprit avec quelqu'un, et on demandait à Jésus quelle était la première fois où... cette personne s'était sentie trahie. Et puis l'image qu'elle avait reçue, c'était... elle s'était réveillée la nuit, je ne sais pas, elle devait avoir 3-4 ans, et elle avait vu que c'est ses parents qui mettaient les cadeaux sous le sapin et que le Père Noël n'existait pas. Et en fait, c'était sa première trahison, et elle a été trahie par ses parents. Donc en fait, l'histoire du Père Noël, c'est pas du tout anodin, c'est vraiment... c'est assez machiavélique, parce que c'est souvent... la première fois que les enfants se sentent trahis par leurs parents. Et nous, on ne peut pas être des bons éducateurs si la confiance est trahie entre les parents et les enfants. Donc, c'est très important que les enfants puissent faire confiance à leurs parents. Et donc, ça veut dire que nous, les parents, on doit toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. On ne peut pas... mentir à nos enfants. Et on peut pas ça, c'est une clé pour la parentalité, la confiance. Comme parents, comme on a dit, qu'ils peuvent venir chez nous avec tout. Exactement. Et puis une vérité dans la famille. Pas une vérité de papa, puis une autre vérité de maman. Oui, en unité, c'est ça. Encore, en plus. Mais c'est ça, c'est l'intégrité dans la famille, et puis ça veut dire beaucoup, en fait. Parce que souvent, on ment pour essayer de protéger, on ment pour essayer d'enrober, mais tout ça, ça a des conséquences très négatives. Les histoires de famille, c'est souvent des mensonges majeurs qui sont des fois... souvent dans les histoires qu'on entend, les gens découvrent que le père n'est pas le père. Et en fait, cette histoire, elle est hyper courante. Hyper courante. De mentir pour protéger, genre, on ne va pas dire que tu es adopté. Et c'est ça, et c'est toujours, là-bas, c'est toujours pour le bien, l'excuse. Et puis c'est peut-être vrai, dans un sens, peut-être que dans l'ignorance, les gens veulent pour le bien éviter. Moi, j'ai différents exemples où, effectivement, la vérité a été cachée. Puis le problème, c'est que tu repousses l'échéance, et plus tu la repousses, plus ce sera exponentiel. C'est exponentiel. Plus ce sera grave. Plus ça peut aller et jusqu'à la rupture. Les conséquences seront graves. Donc, non, c'est redoutable, cette affaire-là. Donc, toujours dire la vérité aux enfants. Aujourd'hui, on célèbre la vérité. On célèbre la vérité. C'est Jésus. Et pas le Père Noël. Jésus et pas le Père Noël. Voilà. Il faut qu'on avance, les amis. Parce on avance. Plus vite. Dans le cadre d'une maman solo, deuxième question, une autre question. Que faire quand l'aîné porte le poids du rôle du mari de sa mère ou de papa de ses frères et sœurs, même si la mère pose bien les limites? Donc là, ça veut dire quoi? Poser bien les limites. On en discutait avant. Puis on disait qu'il ne suffit pas de dire certaines choses, il faut le faire. C'est-à-dire l'attitude, comment je parle, comment je responsabilise l'air de rien mon enfant, parce que des fois, c'est des regards, des attitudes qui font dire à l'enfant « tu es responsable ». Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire? Oui, je voulais juste dire que la théorie, c'est pas la même chose ce qu'on fait vraiment. Je sais pas à quel âge c'est l'aîné, mais peut-être aussi de mettre les limites, de le dire, que t'es pas le papa, mais aussi de lui demander peut-être, est-ce que je donne trop de responsabilité à toi? Parce que quand je sors ou quand je vais cuisiner, je dis de garder les petites et tout. C'est les petits trucs que... Qu'on se rend même compte. Et on donne la responsabilité à eux et après on leur enlève. Et pour l'enfant, c'est une confusion aussi. Alors quoi, je peux pas dire, mais je dois toujours aider. Alors juste être en parlant avec lui, s'il est assez âgé pour qu'il peut dire, ou sinon juste nous écouter pendant la journée. Est-ce que je donne trop de responsabilités ou c'est moi, je suis responsable? Et c'est plus facile et c'est aussi une habitude qu'on prend. Parce que même pour nous, c'est même si
avec deux, un couple, tu peux donner très vite au plus âgé beaucoup trop de responsabilités. Au plus âgé, ou des fois celui qui est le plus responsable aussi, oui, c'est le danger. c'est pas toujours le plus âgé. Qui semble être le bon élève de la famille. De dire à toi, tu vas faire mieux, et Ou celui qui sait pas dire non. Par exemple. C'est le bon élève. C'est le bon élève. Et lui, donc dans les enfants, il y a souvent le rebelle. Bon, lui, c'est évident qu'il est rebelle. Et puis le bon élève. Ça, c'est les dangereux. Hein. Ouais, c'est les dangereux. Le bon élève, il en perd son identité, en fait. Puis il a besoin de justement être un peu moins bon élève. Puis le rebelle, il a besoin d'être plus corrigé, qu'on ait plus l'attention sur lui. Donc... tout ça, c'est des dynamiques qui se passent, mais il y a une chose qui affecte les enfants, c'est que quand les enfants voient leurs parents en situation de faiblesse, ils vont se sentir automatiquement responsables d'eux ou même coupables de ne pas pouvoir aider comme ils aimeraient, etc. Donc ils vont prendre cette position de père ou de chef de famille parce qu'ils se sentent coupables de ne pas pouvoir répondre à cette demande. Donc même des fois, de se montrer faible, de pleurer, ou de dire ça va pas, on va pas y arriver, eh ben, ça met un joug sur l'enfant. Donc c'est très compliqué dans la vie, parce que pour faire tout juste, c'est compliqué, mais de redire régulièrement, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable de moi, tu n'es pas responsable de mon bonheur, tu dois vivre ta vie pour toi. Et puis toi-même, tu vas réussir ce que peut-être... papa et moi, on n'a pas pu réussir. C'est le déclaratif. Donc, en fait, plus la mère solo va travailler sur elle, chercher de la ressource pour elle, plus ce sera profitable pour toute la famille. Donc, c'est ça, plutôt que de se focaliser sur l'enfant, dire « tu ne devrais pas faire ça ». Ben, toi, en tant que mère, travaille sur toi, cherche la ressource pour t'aider. Comme ça, quand il va te voir bien dans tes baskets, il va pouvoir lâcher cette responsabilité. Donc voilà, ça, c'est important. Mais ça, c'est toute la dynamique de la parentification. C'est très important. On a encore à peu près 10 questions. Et encore 10 minutes. On va faire vite. Julien et moi, on prend la prochaine. Comme ça va aller assez vite. C'est quoi la prochaine? Dans les livres Baby Shower, Sandra dit qu'elle est passée d'un coup à 4 tétés par jour. Peut-elle détailler comment elle a fait? Que penser des pics de croissance? Vas-y, Chamira, toi, tu peux répondre. Des pics de croissance. Alors pour moi, j'ai eu ça et j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont eu la même chose. Alors dans le baby shower, ce qu'on a fait aussi, c'est si on a un rythme ou une routine de toutes les 3 heures, c'est plus facile. Et l'enfant, il vient un peu plus souvent parce qu'il a besoin plus de nourriture. C'est tout à fait normal, mais c'est important de savoir que ça dure pas des mois. Normalement, c'est quelques jours, 3 jours, 1 semaine. Et on dit toujours, si l'enfant il a faim, on le donne à manger. Mais toujours en regardant s'il snack, comme tu dis, il boit juste un petit peu. S'il a bien bu quand c'est vraiment donner tout ce qu'il faut pour le moment. Et oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est court. Oui, c'est court. Voilà, c'est alors, ça on ne va pas rester là-dedans, mais pour les gens qui sont extrêmement structurés, c'est normal. Je dis ça toujours, c'est très normal. Les gens qui sont un peu trop flexibles, c'est important de quand même avoir cette routine et de garder cette routine parce que les croissances, ça ne revient pas toutes les semaines. Exactement. Moi, pour dire, ça ne m'est jamais arrivé avec 6 garçons. Jamais senti qu'à un moment donné, ils devaient vraiment manger plus. Mais toi, tu avais une triple crème de gruyère. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais c'est sûr que si tout d'un coup, on s'aperçoit que pendant 1 semaine, l'enfant, il est pas calé au rythme, eh ben, on peut adapter à l'enfant, bien sûr. Et après, revenir très vite. Après revenir, ça va changer. Mais oui, moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je sentais que l'enfant, il était prêt. Donc, j'essayais de faire toutes les 4 heures dans la journée. En fait, je commençais à changer la routine le matin, vu que c'est le matin à chaque fois que tu reprends la routine. Donc, c'est quand je sentais qu'il était prêt, et ben, le matin, j'essayais de faire toutes les 4 heures. Puis, en général, ça fonctionnait très bien. Donc, c'est pour ça que ça pouvait passer d'un jour à l'autre. Sans faire 5 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que le souvenir que j'ai, c'est que les enfants, ils avaient toujours un sentiment d'être complètement rassasiés, même complètement explosés après avoir allaité. Et puis,
pour certaines femmes, des fois, le défi, c'est d'avoir assez. Oui. Ou parce que le lait n'est peut-être pas aussi riche, ou je sais pas c'est le stress qui fait que... Ou c'est ça, mais donc peut-être que l'approche de l'allaitement, il est différent chez une femme et chez une autre. Et puis c'est peut-être aussi ces choses-là. C'est l'héritage, souvent c'est des paroles qui ont été prononcées sur la femme. Parce que quand on dit à une femme ton lait est toxique pour ton enfant, c'est un mensonge. Quand on dit à une femme ton téton n'est pas adapté pour l'allaitement, c'est un mensonge, mais c'est des choses que j'ai énormément entendues. Donc après, il faut briser ces paroles, il faut une foi particulière. On s'aperçoit que c'est un héritage parce que la mère n'a pas allaité ses enfants, donc on est comme sous un joug. Donc toutes ces choses-là, il faut aussi les adresser spirituellement ou comme dans un combat spirituel, parce que c'est des choses tellement importantes que l'ennemi va essayer de voler, en fait. Donc ça, c'est important. Donc on continue. La vaccination des tout-petits, grand sujet. Comment s'entourer et s'informer sereinement, surtout en Belgique, où seule la polio est obligatoire, et les autres si l'enfant va en milieu d'accueil. À cette question-là, c'est sûr qu'on arrive dans une époque, une saison du monde où on voit bien que les contraintes à la vaccination, dont la vaccination, on ne sait pas si... Enfin, on a des idées sur le bien fondé de la vaccination, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, moi, en tout cas, mon conseil, ce serait de faire de ce sujet un sujet important, c'est-à-dire un sujet où ce n'est pas une banalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut non seulement en parler en couple, entre le papa et la maman, et puis avoir un projet vaccinal concernant nos enfants, dans le sens de dire, ok, est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est pas un sujet? Si c'est un sujet, de s'informer, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller chercher des informations auprès des professionnels, de la littérature, de chercher des informations, et puis d'avoir un positionnement qui est celui qui, on en discutait avec Hugues, il disait aussi de prier, c'est-à-dire de discerner, qu'est-ce que Dieu dit, le Saint-Esprit, est-ce qu'on est en paix par rapport à telle ou telle décision, et puis de prendre les responsabilités qui sont liées à nos décisions, de vacciner, de ne pas vacciner, de faire tel type ou tel type de vaccin. Mais c'est certain que c'est un énorme sujet. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment, pour moi, enseigné, prêché, c'est-à-dire on ne nous responsabilise pas assez. Parce qu'en réalité, on y va un petit peu, il faut le faire, on le fait. Mais c'est un vrai sujet. Mais moi, je dirais, ce qui fait vraiment toute la différence, et ça, c'est pas que pour le sujet de la vaccination, c'est l'amour de la vérité par lequel on va être sauvé, comme 2 Thessaloniciens 2 le décrit. Ça, c'est assez fort, parce que ça parle aussi des derniers temps. Et l'amour de la vérité, c'est ce qui va faire qu'on va sortir de notre zone de confort et être prêt à entendre des choses qu'on préférait ne pas entendre pour être tranquille. Parce que ces choses qu'on va finir par entendre, elles sont tellement dramatiques qu'on sera obligé de se positionner en tant que chrétien, parce que c'est des sujets éthiques. C'est le matériel des embryons avortés qui est utilisé pour différentes choses, notamment des vaccins. Peut-être pas tous, mais il faut se renseigner lesquels. Et puis aussi, quelles sont les substances utilisées pour certains vaccins? Est-ce que c'est des vrais vaccins ou est-ce que c'est ce qu'on nous dit des vaccins qui ne sont pas vraiment des vaccins? Donc vraiment, rechercher la vérité pour la vérité et pas pour son confort. Parce qu'en général, pour son confort, on se dit, moi, je préfère pas trop savoir. C'est comme un peu la contraception aussi. Et puis comme ça, je ne serai pas embêtée par ma conscience qui, une fois que je saurai où je devrais me positionner. Donc... mais c'est vrai que, de manière générale, si les vaccins ne sont pas obligatoires, il ne faut pas chercher à en faire plus qu'il ne faut. C'est ça qu'on a lu cette question, on était, mais bon, c'est génial, elle a tout dans ses mains, parce qu'en fait, il y a une liberté de choisir. Et puis ça, je trouvais que c'était extraordinaire. Ça veut dire qu'elle peut faire tout ça, cette personne, parce qu'elle n'est pas forcée à le faire, déjà, en tout cas dans ce cas-là. Maintenant, à cette question-là, effectivement, dans les nouveaux vaccins obligatoire en France, c'est 11 vaccins, enfin un peu ce bouquet-là de vaccins. C'est sûr que c'est des positionnements hyper importants en tant que parent, de dire, parce qu'en réalité, on est obligé, c'est-à-dire c'est une obligation légale, et si on y contrevient, il y a des conséquences à ça. Donc là, c'est beaucoup trop court pour prendre du temps pour parler de tout ça. Cependant, je pense que c'est
c'est quelque chose qui doit prendre plusieurs de nos soirées en tant que jeunes parents pour dire comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis de notre médecin traitant, notre pédiatre, et puis d'arriver avec une vraie conviction, tout simplement. Et que la conviction soit accompagnée de responsabilité, c'est-à-dire d'être responsable de ce qui va venir suite aux décisions qu'on va prendre. Ouais. Mais c'est un gros sujet, effectivement. C'est un gros sujet, effectivement. Voilà. Donc, une autre question. On prie que Dieu vous éclaire. Ouais. Ça. Comment éviter de reproduire les schémas familiaux dysfonctionnels vécus dans notre enfance, disputes, divorces, infidélité, chaos? Et une deuxième question qui va avec la première. Comment expliquer à son conjoint, issu d'un milieu chaotique, qu'il ne doit pas rapporter ses blessures ou ses habitudes d'enfance dans la nouvelle famille? Alors, entretien guidé par le Saint-Esprit. Ouais. C'est sûr que dire tu ne dois pas amener tes blessures dans la famille ne va pas suffire. Il faudrait mieux. Déjà, moi, c'est ce que je dis aux femmes. Hein. Si tu veux aider ton mari, commence par travailler sur toi avant de vouloir le changer à tout prix. Ouais. Donc, ce sera toujours le travail personnel, régler ses héritages, traiter ses blessures, la blessure du père, de la mère, traiter ses propres péchés, ses addictions et tout ça, ça, tout ce que tu vas traiter dans ta vie, tu vas l'amener dans ton couple, cette nouvelle espérance, et tu vas l'amener bien sûr dans ta famille, ce nouvel héritage. Ouais. Parce que des fois, c'est toi qui est appelé par Dieu pour briser les schémas répétitifs, les cycles de péché, en fait. Bon, alors, sur cette question-là, en fait, on ne sait pas exactement qui nous pose la question, mais c'est sûr qu'autour de cette table, et je dirais dans et les ministères qu'on porte, toute la question du transgénérationnel, pour nous, c'est comme une évidence. On pourrait dire, en fait, traite tes héritages. Mais peut-être que tes blessures, en gros, vis tes guérisons, tes délivrances, vis l'évangile selon ce qui... pour sauver ta famille. Mais peut-être que les gens sont rentrés par une porte école des parents, c'est super, mais vous avez peut-être jamais été enseignés sur le fait qu'on a des héritages à traiter, tout le transgénérationnel. Donc peut-être cette question, elle vient de là. Bonne nouvelle, on a plein d'autres formations qui traitent de ces problématiques-là, qui sont bien sûr nécessaires d'être traitées, parce qu'autrement, ce que tu es et ce que tu n'as pas traité, tu vas le reproduire de facto et le transmettre chez tes enfants. Donc oui, traite tes héritages, fais ce nettoyage nécessaire pour que finalement, et fais-le avant de te marier, fais-le avant d'avoir des enfants, le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on en parle particulièrement dans l'école des couples, que vous pouvez encore vous inscrire à l'école des couples parce que c'est un module... intemporel, c'est-à-dire qui n'est pas limité. Et dans l'école des couples, il y a le module parcours thérapeutique où c'est quelque chose qu'on a donné à tous les couples pour que chacun individuellement puisse traiter ses blessures, ses héritages, etc. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que moi je fais l'école des parents en fait, mais j'ai pas du tout... Je débarque. N'hésite pas à te raccrocher à l'école des couples. Donc il faut... c'est absolument fondamental parce que tu auras beau dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, il faut laisser Dieu te transformer premièrement. Et c'est pas à coup d'effort et à coup de remontrance qu'on y arrive. Et puis nous, on a beaucoup travaillé avec les parents d'une façon pragmatique, beaucoup de choses pragmatiques ou des choses à faire. Et puis on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il fallait absolument avoir cette vision de guérison intérieure qui fait partie de la parentalité. Sinon, justement, on se retrouve avec des sacs à dos qu'on n'arrive pas à se délier. Et puis, même s'il y a des choses qui sont pragmatiques, qui sont simples à mettre en marche, on n'arrive pas à les mettre en marche. Simplement parce qu'on est... Et oui, parce que de retirer la tétine à mon enfant quand moi j'ai souffert de maltraitance, quand j'ai été... quand j'ai un rapport compliqué avec mes parents et tout ça, je serais incapable de le faire. Pas parce que j'arrive pas à enlever le truc de façon pragmatique, mais parce que émotionnellement, j'ai des béances des blessures tellement profondes que je serais incapable de le faire. Et je me projette dans mon enfant. C'est comme le parc pour enfants, qui peut être une bénédiction pour les parents et pour l'enfant.
souvent on a vu des gens qui étaient allergiques au parc, parce que déjà ils se disaient, mais c'est comme si mon enfant va être dans une prison. Mais qu'est-ce qu'il sait que c'est une prison? Mais souvent c'est parce qu'il y avait justement des abus, qu'ils ont été mis dans des chambres fermées, je ne sais rien quoi, qu'ils n'avaient pas vécu une délivrance par rapport à ça, et ils avaient des problèmes avec ça. Et puis en fait, si on regarde notre propre vie, c'est souvent comme ça, des choses qui nous, en fait, nous dérangent, la difficulté à les commencer. Exactement. Ou les accepter. Voilà. Alors, une autre question. Quels sont les rôles du père et de la mère dans un foyer? Comment s'entraident-ils et s'encouragent-ils réciproquement? Alors, c'est tout un concept. Mais c'est marrant, quand j'ai vu cette question, j'étais là, waouh. Et je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Si je sais qu'est-ce que c'est mon identité comme père, et si tu sais quelle est ton identité comme mère bibliquement parlant, en fait, on va s'encourager automatiquement, réciproquement. Et on va, et puis je me disais, c'est en fait ça un peu la clé, simplement. Moi, je dois travailler sur mon identité de père. Toi, tu as travaillé sur ton identité de mère. Et puis, dans un sens, comme c'est le plan de Dieu, ça rentre. C'est une question qui est suffisamment générale pour dire qu'on va y répondre tout au long du parcours de l'école des parents. Parce que l'école des parents, c'est pas l'école des parents. L'école, c'est comment moi, en tant qu'homme, mari, époux, j'arrive à être un bon père. C'est vraiment ça, c'est le cœur en fait de l'école des parents. Donc nous, on dit souvent dans Ésaïe 61, on explique que les deux grandes blessures qu'on doit vivre, c'est la blessure du père, parce que ça affecte notre perception de Dieu le Père. Et c'est vivre dans le sens les guérisons. Vivre les guérisons, exactement. Et puis on doit travailler la blessure de la mère, parce que la mère, c'est la projection du Saint-Esprit. Et puis il y a deux rôles différents. C'est pour ça qu'on connecte le Père avec le Père terrestre, le Père céleste avec le Père terrestre, et puis le Saint-Esprit avec la mère terrestre, c'est parce qu'ils ont les mêmes rôles. Donc le rôle du Père, c'est protéger, pourvoir aux besoins et transmettre l'identité, c'est hyper important. C'est pour ça que moi j'essaie de coacher Julien quand il parle à ses fils, parce que je sais que sa parole, elle est majeure, elle a un impact majeur dans la levée de leur masculinité. Et que moi, j'aurais beau dire plein de choses, ça n'aura pas le même effet. Non. Et puis inversement aussi. Et donc la mère, son rôle, c'est de materner, c'est de consoler et c'est d'enseigner. Donc c'est pour ça que la mère, normalement, c'est celle qui passe le plus de temps avec ses enfants, c'est celle qui a un rôle majeur à la naissance de l'enfant, et puis c'est quand un enfant il a besoin de consolation, il va vers la mère, quand il a besoin de se sentir protégé, il va vers le père. Donc ça, on doit connaître ces rôles-là et les embrasser. Mais après, si on a eu comme modèle une mère dominante, un père mou, ça va être difficile d'embrasser ces réalités. C'est pour ça qu'on doit travailler à toutes ces choses-là pour être le père que Dieu attend de moi ou la mère que Dieu attend de moi. Trop bien. Notre première fille a été abandonnée par son père biologique. Mon mari l'élève et nous faisons les démarches pour l'adoption, donc pour l'adopter. Quels conseils pour accompagner une situation de famille atypique ? Alors, premièrement, c'est pas du tout atypique. Peut-être que vous avez l'impression que c'est atypique par rapport au modèle de la famille idéale, mais en réalité, c'est un modèle qu'on rencontre très fréquemment. Maintenant, effectivement, que l'enfant d'une première couche soit accueilli, c'est une chose, qu'il soit adopté dans le sens légal, c'est sûr que c'est pousser la démarche un peu plus loin, qui est une très belle démarche. Et puis, moi, j'ai pas tant de commentaires à faire, sauf que c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut honorer. C'est une démarche qu'on peut honorer. Après, la démarche légale, c'est plus, finalement... l'adoption de cœur, moi, ça me semble être celle qui est la plus importante. Après, la démarche légale, c'est finalement toute une question qui est en lien avec l'héritage, avec finalement même, je dirais, des choses qui peuvent être très pratico-pratiques, comme de la fiscalité ou des choses, parce que ça vient s'inscrire dans une réalité administrative, pour le dire comme ça. C'est comme le mariage. Mais c'est comme le mariage, c'est une réalité, c'est ça.
Et c'est très beau. Donc, moi, je trouve que... C'est très beau. Ouais, très beau. C'est très beau, mais ça voudra pas dire que cette fille n'aura pas besoin de passer par tout un processus de guérison. C'est-à-dire, l'adoption ne va pas régler la problématique de l'abandon. Ça va aider, c'est sûr, et c'est une très bonne chose à faire, mais ça va pas la régler. On a tous besoin d'être adoptés à un moment donné par le père de cœur. Donc ça, et c'est ça l'espérance, c'est qu'on peut être abandonné, rejeté par nos parents, et puis on a tous l'espérance de pouvoir être adopté par le père. Et donc cette fille, elle devra vivre ce processus d'adoption comme les parents, le père, la mère, là, le beau-père, devront vivre ce processus d'adoption. Donc ça, on vous encourage, ça veut dire traiter la blessure du père, pardonner au père, renoncer au mensonge que notre père qui nous a abandonnés, il est comme Dieu le père qui lui va jamais nous abandonner, laisser le père parler sur nous. Enfin, c'est toute une démarche qu'on fait, notamment dans le parcours thérapeutique. Et moi, je suis un exemple vivant. C'est pour ça que Exactement. C'est pour ça toi, que Hugues, je valide. raconte-nous un petit peu alors. Écoute, tu as déjà tout dit. Enfin, ce que j'aimais bien dans ce que tu dis, c'est que j'avais jamais entendu ce mensonge que tu as décrit comme quoi que l'adoption peut tout guérir dans la tête des parents. Mais c'est vrai que c'est rigolo que tu le dises, parce que moi, je le vois du côté de l'adopté. Donc toi, tu es adopté. Ouais, donc je sais que c'est vrai que ça arrange certains trucs, mais ça ouvre aussi beaucoup de brèches et d'autres problèmes qu'il faudra traiter plus tard. Donc je suis totalement avec toi. Moi, c'est marrant que je lisais cette question, parce qu'on l'a lu ce matin, puis c'est écrit atypique, puis je chantais tout de suite retrouver l'espoir, comme tu as dit, parce que c'est pas atypique. Et puis vraiment retrouver l'espoir que vous allez trouver une famille, vous entourer d'une famille qui passe par quelque chose comme ça, puis on a. Et puis ça, je pense que ça peut être quelque chose qui est bien pour être accompagné dans une situation comme ça, c'est d'avoir des gens qui ont peut-être déjà fait le pas, et puis qui sont déjà un peu plus loin que vous. On va prendre une dernière question. Familles ressources, non, mais c'est important. Question. Ah oui, il n'y a rien qui est pas important. Trouver des familles ressources autour de soi, ça, c'est très important. Je propose que la dernière question, ce soit comment concilier ministère et enfant en bas âge, comment garder un juste équilibre, ne pas délaisser son enfant, mais ne pas mettre l'enfant au-dessus de Dieu. Est-ce que vous avez une idée on parlait de déjà définir qu'est-ce que c'est que le ministère. Et puis la question, c'était est-ce que c'est 8 mois par année que vous partez solo prêcher dans toute l'Afrique. Nous, on a entendu des histoires où quelqu'un disait, écoute, non, moi, mon père était un pasteur, et il a dit à tout le monde, Jésus t'aime, mais j'ai jamais entendu qu'il me dise à moi qu'il m'aime. Donc des fois, quand on entendait cette question, on se dit, mais quelles sont vraiment les priorités? On croit vraiment qu'on peut se cacher dans le ministère et délaisser notre famille, comme aussi dans un job. Et puis moi, je me posais la question aussi par rapport à ça, justement de guérir de certaines blessures, de savoir pourquoi on le fait vraiment. Puis malgré tout, nous on parle des cercles d'influence qui sont importants, de toujours regarder dans les choses qu'on fait, au mieux c'est Dieu. Le deuxième cercle d'influence, c'est ta femme ou ton mari. Le troisième, c'est tes enfants. Puis après, il y a des bons amis, la famille, je ne sais rien quoi. Puis le ministère est certes, je ne sais pas où, il faut le définir. Mais souvent, on voit que le ministère est même au milieu. Il n'y a même plus Dieu là au milieu. Et puis les cercles d'influence, en fait, ça aide à repositionner tout ça. Nous, on croit, mais on est un peu direct avec ça. On est missionnaire, on dit toujours, on fait ça en famille. Et on croit vraiment que c'est important de faire attention, parce qu'on a vu des familles complètement cabossées. Parce qu'en fait, le ministère est venu au centre de tout. Donc c'est vraiment important de se rendre compte. Et puis on croit aussi qu'il y a des saisons. Il y a des saisons pour peut-être lâcher un peu de l'Est et peut-être moins voyager. Et puis ça, c'est des questions qu'on parle dans le ministère qui sont presque un peu honteuses de demander. Non, mais si c'est pour Dieu, il ne faut pas. Mais moi, j'ai des potes, ils bossent à l'UBS comme des malades. Ils ont arrêté, dans la banque, ils ont arrêté pendant une saison. Ils ont trouvé un job où ils sont payés 50% de moins. Parce qu'ils savaient que c'était beaucoup trop. Et puis ça, je trouve beau de voir ça. Ça se passe rarement dans le monde déjà, du travail. Et puis ça, peut-être on doit être rappelé des fois qu'on ne doit pas sauver toute l'Afrique. Et puis peut-être que c'est le moment de se poser un petit peu et puis faire autre chose. Exactement. Et que la famille, c'est un ministère. Exactement. Vraiment savoir ça. Parce que ça va changer tout. Ça si va on tout essaie changer. juste à garder les enfants par quelqu'un pour faire le ministère, c'est déjà... On n'a pas les places en priorité.
Alors, de se demander est-ce que ma famille est ma mission et pas juste en théorie, parce que moi j'entends ça, tout le monde le dire, c'est c'est trendy, tout le monde le dit, mais family first. Mais c'est pas vraiment comme ça. Si on gratte un petit peu, et nous on est missionnaires depuis 6 ans, on sait le poids qui vient avec, les besoins, tout. Et c'est pas facile, mais c'est de vraiment prendre la décision tous les jours et de savoir que les 5 premières années sont fondatrices et qu'on va plus jamais le retrouver. Si c'est passé, c'est passé. Et pourquoi pas prendre les décisions courageuses pour ce temps et de faire moi dehors, mais vraiment prendre la famille comme ministère. Et puis juste pour faire un coup de pub, on a à cœur les familles dans la mission, donc on a un cours exprès pour ça, parce qu'on a vraiment senti que c'était important, que c'est un petit peu à part, c'est un petit peu différent. Les gens qui sont dans le ministère, surtout à plein temps comme ça, et puis on a fait 2-3 fois des cours avec des gens dans la mission, puis ça c'est quelque chose qu'on a absolument à cœur, parce qu'on trouve qu'il y a vraiment un besoin d'entendre certaines choses pour des gens qui sont dans le ministère à plein temps. Absolument. Moi c'est une question qui me... Déjà, j'ai les pasteurs et les leaders très à cœur parce que je me rends compte en fait qu'ils sont submergés, ils sont au front du combat spirituel qu'ils sont en train de mener. Et on doit particulièrement prendre soin de leur cœur, parce que si on prend soin des cœurs des pasteurs, c'est leur famille qui sera au bénéfice, leur église au bénéfice. Donc en fait, tu touches personne d'influence majeure. Génial. Mais c'est vrai, maintenant, si on a une vision de l'Église, on va dire 2.0, on a compris que notre ministère, c'est là où on a de l'influence. C'est ça. Enfin, mon ministère, il va être mesuré, va être pesé là où j'ai eu de l'influence. Au fruit. Oui, c'est l'influence, c'est-à-dire ce que ça a produit. Maintenant, on est en train de sortir un petit peu de la compréhension que le ministère peut se vivre que dans le cadre de l'Église. Ou en mission. Donc maintenant, j'entends quand même que des gens comprennent que je peux être dans mon ministère, au sein de mon entreprise, de ma banque, de mon garage et tout ça. Oui, non, mais alors je viens là, c'est que... Mais sur l'ensemble de ces lieux d'autorité et d'influence, le premier endroit, c'est comme tu l'as dit, Shamira, c'est ma famille. Et puis nous, en tant que responsables d'église, c'est sûr que, là je parle de ministère ecclésial, on va avoir beaucoup de peine à libérer quelqu'un dans son ministère si premièrement, son premier ministère est foireux. Si on va libérer personne à aller prêcher si sa femme est en pleine dépression. Enfin bon, après, ça peut arriver que quelqu'un est en dépression, mais si c'est la faute du mari, pour dire. Mais en tout cas, on va d'abord regarder la santé de ce qui est primaire, c'est-à-dire de ce qui est premier, à savoir, comme tu l'as dit, moi, ma relation à Dieu, ensuite moi, ma relation à mon épouse, moi, ma relation avec mes enfants, et mes enfants, la relation avec moi. Exactement. Donc oui. Oui, je voulais juste ajouter que c'est normal que c'est plus difficile à la maison. Parce que beaucoup de fois, on va partout, on parle avec tout le monde nous trouve super. Et on vient à la maison, ils nous disent non, mais pourquoi tu fais encore des règles et tout ça. Et c'est plus facile de faire le ministère dehors de la maison. C'est plus romantique. Mais c'est juste normal. Mais c'est même plus romantique. Même quand tu fais le ministère dehors même de l'église locale, c'est plus romantique. Parce qu'en dehors de l'église locale, tu es aussi la star, super cool. Quand tu vas dans ton église locale, tu as dû confronter 1001 blessés d'église, tu as dû reprendre, donc tu n'es pas forcément la star, tu vois tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Et puis quand tu es à la maison, c'est encore... Donc la maison, c'est le premier challenge. Donc c'est pour ça que c'est le premier ministère. Et si tu ne peux pas assumer là, tu n'as pas l'autorité pour aller plus loin, même si ça va être plus facile plus loin. Et puis la Bible est claire, en fin de compte. Oui, elle est claire, exactement. Puis après, tu as la famille, puis ton cœur. Dieu, il se préoccupe de ce qui est invisible très souvent. Le cœur, la famille, les motivations du cœur cachées, c'est ça qu'il regarde. Donc, regarde pas sur l'affiche. Non, pas sur l'affiche. Et puis, comme tu dis, Shamira, quand on dit est-ce que le ministère avec des enfants bas âge,
mise tout sur tes enfants en bas âge, parce qu'entre 0 et 5 ans, tu es en train de planter la fondation de la sécurité et de l'amour dans tes enfants. Donc, ça va beaucoup trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite. Donc le ministère, il sera encore là, tu peux le faire même au-delà de la retraite. Mais par contre, comme tu dis, les enfants, ça passe très très vite. Sois intelligent et sage et investis au bon endroit, au bon moment. Parce que... Puis c'est aussi... Moi, je dis, j'ai toujours... eu mes enfants dans mon ministère, où j'ai fait mon ministère le soir, à la maison, enfin bref. Mais je peux dire que c'est ma famille qui nourrit mon ministère. C'est pas mon ministère qui nourrit ma famille. Donc... On pourrait faire un t-shirt. Un peu trop long. Devant derrière. Ouais. Et moi je pense qu'on a été sympa. Bien fait, oui. Là, on vous a donné du steak pour ceux qui sont encore avec nous. Faites-vous des prières particulières pour vos enfants le matin et le soir. Moi j'aimerais dire, c'est la prière de 18h qu'on donne à toutes les femmes de l'école des femmes. Ça, si vous êtes une femme, vous devez être intercesseur pour votre famille. Après les gars, je sais pas ce que vous dites à l'école des hommes. Il y a des prières en particulier ? Pas encore, mais ça vient. Prier sans cesse, c'est déjà... Prier sans cesse. Mais non, mais dans le prier sans cesse, si ta préoccupation, c'est pas ta famille, tu vas pas prier pour tes enfants. Si c'est le cœur de ton ministère, tu vas être un homme et une femme de prière parce que t'es préoccupé par ta famille, t'es préoccupé par tes enfants. Et quand je dis préoccupé, c'est pas genre prise de tête, mais c'est donc... Là où est ton cœur et ton trésor. Et puis on aime bien l'histoire du rythme. Elle dit peut-être un rythme. Il n'y a pas de problème d'avoir un rythme. Mais moi, je dis c'est important d'avoir le rythme, mais aussi vivre la prière comme quelque chose de naturel dans la famille. Et qu'on fait plus que juste dans le rythme, c'est bien aussi. Être connecté en Saint-Esprit aussi, parce que lui, il sait exactement ce qui est dans les cœurs de nos enfants. Et il peut nous donner la sagesse pour... ça, je trouve très important. Qui ça ? De Saint-Esprit. Et donc la prière de 18h, elle est quand même pratique, puis c'est pas pour rien que à 18h, il y a des versets bibliques qui touchent la famille en particulier, mais vous pouvez la trouver sur gospel.fr à télécharger. Non, mais c'est une prière pour ta famille. Et puis vous aussi, tu n'as jamais parlé en fait de votre ministère, si tu peux le décrire un petit peu, où on peut vous trouver. Donc nous, on a un ministère pour aider les parents à être parents. En fait, ce qu'on fait là. Exactement, mais tu as une plateforme en particulier. On a une plateforme, ça s'appelle www, en anglais The, the tout le monde connaît, on le dit à la française, THE, family avec Y, oasis.com. On a beaucoup de blogs sur tous ces sujets aussi, plus que 100, et tout, on peut regarder et lire. En français, en anglais, en allemand. Et puis on a des chaînes YouTube aussi. Donc on vous remercie pour ceux qui regardent ça. Donc beaucoup, voilà, il y a plein de ressources. Et puis comme j'ai dit, et puis ça, puis il y a un coup de pub, si vous êtes dans le ministère, vous avez l'impression que vous voulez aller plus loin par rapport à comment être parent de la mission, on a un cours exprès qu'on a une fois fait avec Iris, avec des missionnaires d'Iris, et on aime beaucoup enseigner sur comment être parent de la mission, et puis on enseigne plein d'autres trucs aussi, mais par exemple ça, je vais juste le jeter là dehors, parce que des fois je sais que c'est une difficulté quand on est parent de la mission. Donc si jamais, on est là pour vous et vos organisations. Bon, c'est merveilleux, comme ça vous savez tout, thefamilyoasis.com, et puis vous pouvez les suivre sur Instagram, moi je les reposte souvent sur Instagram, Facebook, etc. Même Pinterest. Ah oui, alors c'est fantastique. Donc on se réjouit de revoir tout bientôt. Bénissez vos enfants régulièrement, prenez soin de vous, de vos cœurs. On est un peu comme dans les chaînes américaines. Oui, j'aime beaucoup. Ça me va très bien. Vous avez le livre. Attends. Le livre. Vous pouvez gagner un livre. Ça, on devrait encore faire. Hein? Oui, on pourrait gagner. D'ailleurs, ceux qui... on va faire ça. Comment on peut faire ça ? Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, on s'organise. Mais vous pouvez nous suggérer des choses si jamais aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Et ceux qui veulent la recette pour les brownies qu'on n'a jamais mangé. Shamira, bientôt, elle va ouvrir une chaîne Instagram, Facebook où elle vous donnera tous ses conseils culinaires parce qu'elle est extraordinaire. Bon, en tout cas, on vous aime. Soyez bénis. À tout bientôt, les amis. Bye. Bye.